Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric Blaise, Guillaume Duranel et Julia Lenoir. Bonjour Frédéric, Guillaume et Julia. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes respectivement architecte urbaniste, Julia, architecte Frédéric et Guillaume, et à la tête de l'agence HALT, située dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, souvent on voit sur le nom de votre agence HALT-AU, et vous m'avez expliqué Qu'en fait, il s'agit d'une extension pour architecte urbaniste qui correspond à nos deux domaines d'activité principaux. Bon. Alors, avec votre témoignage, nous poursuivons nos interviews de jeunes agences, d'une part pour vous soutenir dans vos démarrages, parce qu'on sait que c'est pas évident en ce moment, et aussi parce qu'il me semble, à moi, fondamental d'entendre vos voix de bâtisseurs en devenir dans ce monde incertain qui est le nôtre. On vit quand même dans un monde un peu bizarre actuellement. Vous êtes d'accord ? Bof ? Oui, c'est un monde intéressant, il change vite. Ouais. Donc il permet d'accélérer certaines pratiques aussi, donc c'est intéressant. Vous êtes lauréat Europan 14, mentionné Europan 13, lauréat FAIR 2018 pour le projet RD Carrière. Bravo. Vous créez votre agence en 2018, acronyme d'architecture, lien, territoire. HALT se positionne à l'articulation des échelles, dites-vous. Je cite, sur un clavier alphanumérique, c'est aussi la touche Alt, la touche modificatrice de fonction. Son utilisation en complément d'une autre permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Faites-vous remarquer. Vous développez, je cite, une pensée multiscalaire où nous élaborons des stratégies d'action localisées qui questionnent le contexte où nous agissons pour mieux définir l'espace d'intervention. Ainsi caractérisés, nous intégrons à ces espaces des réalisations précises, parfois disruptives, qui permettent aux acteurs de la ville d'imaginer autrement l'environnement que nous construisons avec eux. Agissant dans un contexte de transition multiple, nos premiers projets allient frugalité et efficacité. Fin de citation. Ce texte est extrait de la présentation de votre agence sur votre site web. Pour le commun des mortels, il est soutenu. Alors justement, on va décrypter tout ça et ne nous lâchez pas, surtout écoutez, ils sont super souriants, intéressants. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses respectives, où se sont ancrées vos envies respectives d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors on commence par Frédéric. Alors, mon parcours, moi j'ai commencé par faire des études d'architecture d'intérieur à Caen, au lycée des bâtiments et travaux publics. Et après, j'ai poursuivi par une école d'architecture à Nantes. Pendant tout mon cursus, j'ai travaillé en parallèle pour la SAMOA, Société d'aménagement de métropole Ouest Atlantique. Et donc c'est là, en fait, côté maîtrise d'ouvrage, où je travaillais, que j'ai rencontré Guillaume Duranel, qui lui travaillait pour la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc on s'est rencontrés. Moi, à l'époque, je travaillais dans une agence qui s'appelait UAPS, qui travaillait notamment sur l'île de Nantes. Et notre première rencontre est faite à l'occasion de l'exposition du projet de l'île de Nantes au Regard 32.
Donc moi, dans mon parcours, j'ai fait mes études à l'école de Paris-la-Villette, une école dans laquelle j'ai fait ma licence et mon master, durant laquelle je suis aussi parti au Japon, où j'ai eu l'occasion de travailler chez des paysagistes notamment. Donc une expérience très formatrice, notamment d'une part pour l'expérience de travailler au Japon et sur des thématiques un peu nouvelles pour un architecte qui se forme. Et c'est comme ça que j'ai pu m'approcher du coup de projets urbains de grande ampleur dans l'agence UAPS. Et en parallèle de toute cette activité de travail de mes premiers emplois, j'ai également démarré une thèse en architecture que j'ai soutenue il y a 2 ans. Son sujet ? Je travaillais sur les équipes qui avaient été sollicitées en 2008 pour le concours de Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris. Et je m'intéressais à la manière dont ces équipes ont travaillé en interne, parce qu'elles étaient dirigées par des architectes praticiens et devaient intégrer des chercheurs. Et je me posais la question de la manière dont praticiens et chercheurs pouvaient collaborer et quelle était la nature de leur production et comment cette expérience rentrait dans des trajectoires professionnelles. Fort intéressant. Alors, Julia ? Oui, alors moi je suis née à Clermont-Ferrand en plein centre-ville et ma pratique de l'architecture, elle passe d'abord par la ville en fait, par l'observation, par un parcours régulier que j'ai fait pour aller au collège et au lycée. C'était le même chemin tous les jours. C'est là où est née votre vocation ? Oui, je pense vraiment de comprendre ce qui se passait autour de moi, de voir les gens, d'essayer de savoir, de me repérer beaucoup. La question de l'orientation pour moi était importante. Puis je suis rentrée donc à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. J'ai eu la chance de pouvoir travailler l'échelle architecturale et l'échelle urbaine en même temps. On réfléchissait à l'architecture et à l'urbanisme en même temps. Et puis finalement, je suis arrivée à la Villette en master pour l'offre de cours en urbanisme qui était très importante. Et c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Alors on n'a jamais fait les mêmes cours, mais voilà, on s'est croisés à la Villette. Et comme vraiment l'urba était important, j'ai complété ce parcours par un master en urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et voilà. Et après, j'ai travaillé longtemps dans une agence qui s'appelait Bécard et Palais, et où j'ai appris énormément de choses. Voilà. Et pendant combien de temps ? Je ne sais plus si c'est 5 ou 7 ans. Et alors, peut-être que vous voulez approfondir un peu sur la naissance du désir de... Oui, bien sûr. Alors, je crois que aussi longtemps que je puisse me souvenir, l'éveil en architecture s'est apparu au cours de mes années lycée. J'ai eu un professeur d'art plastique qui, pour suivre le programme du corps, nous a fait passer 1 an quasiment sur Le Corbusier et le corps dans l'espace. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture. Les études d'architecture sont arrivées un petit peu plus tard, parce que j'ai commencé par faire de l'architecture d'intérieur. Et là, en fait, c'est la rencontre avec une prof d'histoire de l'art et de l'architecture, qui s'appelle Camélia Alex Le Teneur, qui, à un moment donné, m'a dit « Allez, il faut se lancer, on va remplir les dossiers pour l'école d'architecture. » Et après ça, donc, je suis arrivé à Nantes en 2e année. Sur mon parcours professionnel, alors je suis originaire de Paris, j'ai passé mon enfance en Bretagne et Paris était un objectif pour moi. Donc après les études d'archi, je n'ai cherché du boulot qu'à Paris. Donc je pense qu'il y a différents types de parcours. Il y a ceux comme Julia donc, qui passent leur début de carrière dans une agence. Moi, pour le coup, j'ai travaillé dans pas mal d'agences à Paris, des agences complètement différentes, avec à chaque fois le souci de construire un parcours très différencié, donc des petites agences, des grandes agences, différents types de phases de projet, voilà. Et vous avez bien aimé travailler chez SCO ? Oui, j'ai passé plus de 2 ans chez SCO. Donc là, j'y ai fait des belles rencontres et puis j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des projets d'ampleur. Donc c'était dur, mais c'était très formateur. Et vous, Guillaume, vous souhaitez approfondir un peu ? Oui, tout à fait. Moi, je me suis inscrit en école d'architecture juste après mon bac. Je cherchais une formation où je pouvais associer à la fois mon désir de rigueur et de rationalité à mon esprit assez créatif.
J'ai essayé l'architecture et ça a tout de suite fonctionné. Je pensais plutôt travailler dans une approche assez technicienne et finalement, je me suis rendu compte dès la première année que la dimension sociale était vraiment celle qui avait le plus de sens pour moi dans le travail de l'architecture. Et finalement, mon parcours est arrive encore aujourd'hui à combiner cet aspect-là, puisque j'ai la chance d'être chercheur aujourd'hui et aussi praticien. Donc, c'est un Vous grand êtes plaisir. rattaché à un laboratoire de recherche ? Oui, je suis au LAVU, donc l'UMR du LAVU, dans une équipe qui s'appelle le LET, Laboratoire Espace Travail, qui est spécialisée dans les processus de fabrication du cadre bâti et de la ville. Donc on s'intéresse à ces personnes qui font la ville et comment ces personnes travaillent, dans quelle logique. Bon. Alors, on fait la ville, mais on l'a défait, on l'a refait. Oui. Ouais. On n'a pas tellement envie qu'elle s'agrandisse encore. En tout cas, peut-être pas en circonférence. Alors moi, là, c'est plutôt le chercheur qui va prendre la parole, mais ouais. du coup, moi, ce que je vois, c'est que les logiques sont contradictoires. Il y en a certaines qui, justement, veulent un développement selon des logiques économiques qui sont bien puissantes, et puis il y a un désir politique qui est probablement différent. Et donc là, il se joue un débat qui n'est pas toujours un débat public, qui se fait aussi et je pense que l'architecte a une vraie mission. On est vraiment des acteurs de ce débat-là, de comment on comprend les logiques dans lesquelles on agit pour pouvoir vraiment se positionner et faire remonter des débats aussi de personnes qui n'ont pas voix au chapitre. On pense à la participation qu'on aime beaucoup faire, nous, à l'agence. Bon. Pour rebondir éventuellement sur ce qui vient d'être dit, hier au JT, il y avait une annonce de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui du coup parlait de ça, et notamment de comment arrêter l'expansion des villes en densifiant notamment les quartiers pavillonnaires. Et précisément, elle mettait le doigt sur la problématique, et c'est presque le bon mot qu'elle utilisait, des quartiers pavillonnaires. Par contre, son annonce, dans un premier temps, a été assez maladroite. Du coup, comme 80% des gens rêvent d'habiter dans une maison, c'est quand même casser le rêve de tout le monde. Je pense qu'elle parle de l'étalement urbain, essentiellement. Mais je pense que c'est quand même intéressant de questionner les rêves et de savoir d'où vient le rêve du pavillonnaire. Oui. Bien sûr. Je pense que ça se questionne en fait. Parce que le pavillonnaire, c'est d'une certaine manière l'accession, une forme de succès, entre guillemets, mais est-ce que c'est vraiment ça le succès ? Avoir 500 mètres carrés. Mais en même temps, si 80% des gens le pensent, s'il y a ce désir-là, c'est que peut-être dans les questions, il y a aussi des réponses par rapport à l'ancrage, par rapport à l'intimité, par rapport au ressourcement. Peut-être que dans le pavillon, il y a le jardin. Retrouver le jardin dans son intériorité, c'est pas complètement idiot aussi. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est vrai que son annonce était brutale. Voilà. Et je crois qu'elle est, du coup, pour le coup, pas comprise du tout. Alors que, bien sûr, on est tous autour de cette table en train de se dire... surtout pas d'étalement urbain comme on peut le voir avant le confinement. J'ai survolé Las Vegas. C'est quand même assez dramatique. Dramatique, ouais. Et pour moi, il y a une question qui se pose aussi avec l'étalement urbain et le pavillonnaire, c'est que on se rend compte donc du cadre de vie, avoir un jardin, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que ça coûte aussi à la collectivité ? En termes de réseau, en termes d'équipement, en termes même qu'est-ce que ça coûte aux personnes en fait. Parce que plus on habite loin, plus on va avoir aussi du mal à avoir accès à certains services. On sait aujourd'hui qu'on peut pas, l'État n'est plus capable de pourvoir à tout et il y a un vrai changement. Il faut aussi pouvoir le comprendre en fait. Ça. Donc c'est une question très très large. Du coup moi à l'agence, on a la possibilité de faire quelque chose d'à côté de l'agence, donc on fait de la recherche. Moi je travaille au CAUE de la ville de Paris en sensibilisation avec des enfants. Et en fait c'est aussi ça, de pouvoir faire comprendre comment est-ce qu'on fabrique la ville, quels sont tout ce qui se passe derrière. Grâce à Guillaume, j'ai eu aussi accès à des cours dans une école de commerce. Vous me dites, c'est enseigner l'urbanisme en école de commerce, mais c'est une base en fait. C'est notre cadre de vie à tous, on le partage, bien sûr. On y vit. Donc c'est aussi important de pouvoir avoir les clés de toutes ces questions-là. Mais de toute façon, on ne pourra pas tous habiter dans une maison. Mais c'est le rêve que ça représente
aussi, je pense, peut être important. Bien sûr. Voilà. Ah oui. La plupart du temps, on ne peut pas l'accomplir, surtout dans une ville comme Paris où, pour le coup, le foncier monte tellement les prix que voilà. Enfin, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, Non bien sûr. Mais là, on est clairement dans ce débat de quelles sont les logiques à l'œuvre. Et par rapport à votre remarque sur l'annonce d'hier, assez simplement, on voit qu'il y a des logiques descendantes. Il y a des logiques qui viennent aussi d'en bas. Et finalement, c'est un peu comment est-ce qu'on fait en sorte aussi d'écouter ce qui vient d'en bas, comme ces vrais désirs-là. Donc ça, on est assez sensible à cette attention-là. Parce qu'on pense vraiment que, voilà, il y a un moment donné, il faut que les choses puissent se rencontrer, trouver des manières de fonctionner ensemble. Et c'est là qu'on fera une ville aussi, parce qu'il faut être aussi en mesure de la faire, cette ville, en termes d'opérationnalité, de financement, de construction. Donc la compréhension de ces grandes logiques descendantes sont importantes, mais ne doivent pas masquer, comme vous le dites, ce désir d'un habitat qui soit agréable. Oui. Et puis tout le monde n'a pas les mêmes aspirations non Exactement. plus. Hein, je crois que c'est important. La prise en compte de la diversité. Ouais. Bon, on va revenir un petit peu sur une question qui me tient à cœur. Aujourd'hui, vous avez votre propre agence, des projets. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Oui, donc alors nous... Guillaume. C'est Voilà. Guillaume, oui. Ouais. Donc, quand on a été diplômé entre 2010 et 2012, on a été diplômé dans un contexte qui était difficile, en fait, en pleine crise. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives. On a parfois eu du mal à trouver nos premiers emplois, des choses comme ça. On se posait la question de, voilà, dans quel monde on arrive. Et donc, finalement, on partage vraiment tous les trois ce regard-là de commencer avec quelques difficultés. Mais pourtant, on n'a jamais eu peur de se projeter dans l'avenir. On n'a jamais eu de difficulté à imaginer qu'on pouvait faire autrement, du coup. Puisque les modèles semblaient clos, on peut faire les choses complètement différemment. Par contre, on n'avait aucun de nous trois le désir de monter une agence tout seul. Et c'est vraiment notre rencontre et notre première collaboration qui nous a permis de se projeter dans cette possibilité-là. Et donc aujourd'hui, par rapport à nos aspirations, en réalité, je pense qu'on les a complètement dépassées et on est allé bien au-delà. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que seulement 10 ans après être diplômé, on est déjà là où on veut être. Et maintenant, on a une voie face à nous qui nous permet d'imaginer vraiment, maintenant, en fait, quasiment toutes les semaines, on se regarde, on se dit, mais du coup, tout est possible. On peut aller où on veut. Et c'est un vrai bonheur, en fait, de pouvoir travailler comme ça, avec cette liberté qui est due au fait qu'on sait que, quelles que soient les choses difficiles qui vont arriver, parce qu'il y a des choses difficiles vont arriver, on saura toujours trouver une manière de faire le métier qu'on aime et de la manière qu'on aime. Et donc ça, c'est extrêmement stimulant. Alors moi, je rajouterais que j'avais pas du tout l'ambition d'ouvrir une agence avec ou toute seule ou même avec d'autres personnes. C'est vraiment Guillaume et Frédéric qui ont fait l'envie de monter une agence. En 2015, Guillaume nous a présenté... moi, je connaissais Frédéric, mais il nous a proposé de faire tous les trois Europan. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a eu un coup de cœur pour le même site, déjà, le site de Goussainville. Travailler ensemble a été très simple et très stimulant, alors que vraiment, on n'a pas fait les mêmes agences, on n'a pas été dans les mêmes écoles, ou en tout cas, on n'a pas suivi les mêmes cours. Et très vite, ça a été à chaque fois du plus. Et on a eu donc la chance d'être sélectionnés et de pouvoir avoir une commande, en fait, de la part de la communauté d'agglo Roissy Pays de France et de la ville de Goussainville. Une belle commande. Et ça aide aussi beaucoup à se projeter et à se dire, voilà, j'y vais. Puis on a refait Europan et là, on a à nouveau été lauréat. Donc là, on s'est dit, vraiment, faut qu'on fasse un truc tous les trois, on en est certains. Voilà, comment est-ce qu'on peut le faire, avec qui on a envie de le faire. Et voilà, avant la création de l'agence en 2018, on a quand même eu ce temps de réflexion tous les trois pour mettre les choses en place aussi, quoi. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et aujourd'hui, on continue à mettre en place notre pratique au quotidien parce que, voilà. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Frédéric ? Je crois qu'assez honnêtement, je ne me souviens plus tout à fait de quels étaient mes objectifs à la fin des études. Je me suis lancé vraiment dans la vie professionnelle avec un goût d'expérimenter, hein, comme je le disais tout à l'heure, les différentes formes de l'architecte salarié. En revanche, je crois que là où on a eu beaucoup de chance aussi, c'est que quand on s'est rencontrés pour faire le concours d'Europan,
On avait d'une certaine manière fait un petit peu le tour de ce que pouvait nous offrir ce statut de salarié. On avait chacun remarqué un peu les limites. Et la rencontre sur ce concours d'Europan nous a dès le début en fait promis entre guillemets quelque chose qui allait arriver après. Et quand on travaillait sur ce concours-là, en vrai, on était déjà en train de poser les bases de ce qu'on fait aujourd'hui et de tester en fait l'écho que le sentiment qu'on avait pouvait résonner chez l'un et l'autre en fait. Vous êtes 3, mais est-ce que vous avez une équipe avec vous ou... Ouais. Alors, déjà 3, c'est déjà pas mal. C'est déjà ouais. pas mal. C'est une belle force. Il faut nourrir 3 personnes, c'est déjà une belle force de frappe. Et bien en fait, le Covid nous a permis quelque chose de vachement chouette, c'est d'avoir un alternant. Donc on a, depuis l'année dernière, un alternant en architecture qui fait son master en 3 ans au lieu de 2 et qui est chez nous 3 jours par semaine. Et chez nous pendant toutes ses vacances aussi, c'est sympa. Et il y a beaucoup de vacances. C'est bien pour vous. Ouais. Et c'est assez top parce que c'est un premier salarié en fait. Il est là pour 3 ans. On se projette avec lui. Il a les temps à l'école et les temps chez nous. Donc il y a une vraie construction. Je pense que c'est pas facile d'avoir 3 patrons non plus. Et que voilà, il faut faire attention à ces salariés parce que nous, on a quitté aussi les agences. Moi, j'ai quitté l'agence parce que j'avais besoin de voir autre chose et ça, c'est important. Et on prend aussi au moins un stagiaire en même temps pour pas qu'il soit tout seul face à nous 3. Et on essaie de prendre des stages à mi-temps, mais pour les garder le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, on trouve aussi très intéressant, comme vous disiez, que les projets archi urbains sont un peu longs, qu'ils puissent voir des phases dans leur ensemble, qu'ils soient pas... Voilà, je vous connais et puis je m'en vais, quoi. Donc, voilà. Et puis un objectif, on espère de pouvoir avoir un autre salarié dans l'année qui vient. Alors, on est déjà rentré dans l'histoire de vos projets, mais est-ce que vous... Enfin, on a parlé d'Europan, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Europan, donc ça a été une grande chance de faire ce projet-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, il y avait les 3 équipes qui étaient sélectionnées. Et on a été remis en concurrence pour pouvoir commencer un projet. On a fait le choix, un peu courageux, en tout cas moi je suis ravi qu'on l'ait fait, de s'associer. Les 3 équipes se sont associées, on crée un collectif pour pouvoir continuer à travailler ensemble, parce qu'on avait vu qu'on avait beaucoup de convergences. Donc on était déjà ces 3 équipes-là. Et en plus, on a créé aussi tout un groupement avec des programmistes, des paysagistes, etc. Donc déjà, côté maîtrise d'œuvre, côté équipe, on était déjà un certain nombre. Et il y avait déjà cette idée de travailler en groupe, parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensuite, en face, il y avait donc côté maîtrise d'ouvrage, il y avait le PUCA, Europan, il y avait la communauté d'agglomération et il y avait la ville. Et surtout, nous, on était très attentifs à l'idée de travailler avec les habitants dans une démarche de participation qui était très ambitieuse, qui a été soutenue d'ailleurs par notre maîtrise d'ouvrage, qui a vraiment nous a donné les moyens pour faire un très beau processus. Et surtout, alors le cas de Goussainville, du Vieux-Pays, en fait, c'est un village, donc c'est le centre historique de Goussainville, qui est donc juste sous les voies sous les pistes aériennes de Charles de Gaulle, avec une église au centre qui est classée monument historique. Et donc la combinaison de règlement du plan d'exposition au bruit et du secteur ABF fait que y agir est très difficile. Il fallait donc trouver des nouveaux outils pour agir, et on a proposé de travailler à partir des économies locales et de l'économie sociale et solidaire du territoire pour essayer de trouver des nouvelles manières de travailler. Ça nous a permis notamment de proposer des préfigurations, parce que ça s'est très bien passé avec la maîtrise d'ouvrage. Donc le service culturel nous a demandé de faire de la préfiguration dans les espaces publics et nous a passé cette commande supplémentaire en juin 2019. Il fallait la livrer en septembre 2019. Donc nous avions 2 mois pour faire cette proposition. On n'avait pas de commande nécessairement, mais on pouvait proposer ce qu'on voulait. Et assez naturellement, on a proposé d'aller travailler avec une entreprise qui était dans le village, qui s'appelle la Société Fernand Pose, qui fait du béton, du pavage. Et donc, on est allé prendre des cailloux de certaines maisons qui étaient éboulées. On est allé les voir, on a posé ces cailloux sur la table de réunion, on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et tout de suite, la collaboration s'est mise en place. Et on a pu ainsi, en 2 mois, fabriquer une dizaine de mobiliers urbains pour répondre à des situations d'usage que les habitants nous avaient fait remonter dans le travail de participation que nous avions mis en place. Donc ça, c'est là qu'on a compris la force de travailler à partir des acteurs économiques du territoire,
qui est vraiment quelque chose qu'on a continué à faire dans notre deuxième Europan à Grigny et qu'on fait aussi aujourd'hui quand on travaille sur l'architecture et avec les entreprises. Et juste, je rajouterais aussi le besoin de faire du terrain, d'être sur place. Je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous les trois aussi, de passer du temps pour le comprendre, pour rencontrer les gens. On a passé beaucoup de temps à Goussainville. Plus la gente grandit, plus ça devient des fois difficile en fait de pouvoir passer du temps sur le terrain et de le libérer, mais ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes pour nous en tout cas. Et donc du coup, il y a eu un premier Europan, donc Goussainville, et puis il y a eu un deuxième Europan qui était Grigny-Rissorangis, où là, on a travaillé sur la question de l'activité économique, parce que tout à l'heure déjà, c'est sorti, la question de l'économie, pour nous, c'est très important. En fait, partir du territoire, partir des ressources du territoire, de ce qui existe, de faire avec. On a choisi Grigny-Rissorangis parce que ces villes avaient choisi de faire un puits de géothermie, donc la question du développement durable, ensemble, et que c'était une solution aux problèmes économiques que connaît la ville de Grigny. On a la question du chauffage aussi qui coûte très cher, et au-delà de l'isolation, la maîtrise du coût de l'énergie était une solution qu'ils ont proposée, et on a trouvé ça très intéressant. Et on continue à travailler sur ces questions-là, et la question économique est au centre de nos réflexions. Donc sur Grigny, ce qui était assez fascinant, c'est qu'on avait une mission qui était travailler sur le développement économique ou le renouvellement économique d'une zone d'activité. Alors quand on a vu ce cahier des charges arriver, on s'est vraiment demandé mais quels outils on a quand on est architecte ou urbaniste pour travailler là-dessus. Donc on n'a pas eu peur, on y est allé. Et c'était assez fascinant parce qu'on a pu avoir accès à un tas de personnes que normalement un architecte urbaniste ne va pas avoir. Donc on est allé voir par exemple les organismes de formation, l'AFPA, la Maison des métiers. On allait rencontrer toutes les entreprises de la zone d'activité pour comprendre comment elles travaillent. Et donc assez rapidement, on a pris conscience que mettre au milieu de la table la question spatiale et la question de comment on va occuper ce lieu-là permettait à tout le monde de se rencontrer pour pouvoir échanger sur le projet qui porte, mais pas le projet de ville, le projet de vie qui portent ensemble et de comment on travaille ensemble. Et donc assez simplement, on a inventé un outil qui était la maquette, mais une maquette qui changeait de réunion en réunion, de rencontre en rencontre, qui s'implémentait, qui grossissait, qui changeait de couleur, qui changeait de légende, etc. Et ainsi, alors on a fait ça aussi pendant la période Covid, on avait beaucoup de difficultés à faire des rencontres. Et donc cette maquette, en circulant de groupe en groupe, agrégeait les discours de chacun, les visions de chacun et permettait de remettre en débat ce que tout le monde proposait. Et donc c'est devenu un outil extrêmement dense qu'il fallait redessiner constamment pour pouvoir en transformer en documents techniques, pour les proposer aux services d'urbanisme des deux villes. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on a un vrai pouvoir, par notre maîtrise de l'espace, de faire discuter tous les acteurs, et notamment sur des enjeux assez cruciaux qui sont ceux de l'économie des territoires. Ce travail de participation et de concertation, on essaye aussi de l'appliquer au maximum au projet d'architecture. Là, j'ai deux idées, par exemple. On a effectué ce travail-là, donc là aussi avec des maquettes et en allant à la rencontre des usagers sur un projet de réhabilitation d'un grand ensemble à Limay. Donc là, on travaille en collaboration avec une autre agence d'architecture qui s'appelle Virtuel, qui est spécialisée sur la question du logement social. Et nous, on leur apporte un peu la compétence participation et concertation, et notamment en phase diagnostique, où là encore, on a organisé des ateliers autour d'une maquette de la résidence avec différents profils, des gens qui habitaient cette résidence-là depuis le début, des gens qui sont là depuis peu de temps, différentes générations aussi, avec des conceptions différentes, des gens qui ont l'historique de la dégradation du bâtiment et d'autres qui sont arrivés dans une copropriété déjà dégradée. On travaille aussi avec la ville sur les limites en fait de cette copropriété, sur le rôle de cette copropriété qui est en lisière entre le centre-ville et les bords de Seine. Et on apporte donc cette dimension-là. Et même sur d'autres projets, on va dire, bien plus restreints, on travaille actuellement sur l'extension donc, d'une école maternelle. Donc aujourd'hui, ça s'agit de la construction d'un centre de loisirs. Mais en fait, dès le départ, on a rencontré une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas tout à fait sûre en fait, de ce qu'elle voulait mettre en œuvre. Et par un travail en fait, de
quadruple esquisse, on a fait la partie programmation en fait qui n'avait pas été réalisée, et donc savoir si c'était une extension pour un centre de loisirs, une extension pour 2 classes supplémentaires, ou la construction en annexe du centre de loisirs, ou la construction en annexe d'un réfectoire, tout un jeu de tiroirs. Et ça, on l'a fait en allant à la rencontre des personnels qui travaillaient dans cet équipement-là, en essayant d'être à la rencontre aussi des parents d'élèves, de la maîtrise d'ouvrage, donc qui est la commune, et par un travail de maquette en fait, en leur montrant quelles pouvaient être les conséquences, notamment la construction d'un nouveau bâtiment dans la cour de récréation, l'impact de réduction de cette cour de récréation pour les enfants. Et voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'aller à la rencontre au maximum des commanditaires et des futurs usagers pour essayer d'être le lien en fait entre les différentes considérations. Et je rajouterais même d'évaluer après ce qu'on a fait. Ouais. D'aller voir les gens une fois que c'est mis en place, Ça, c'est bien. parce que c'est intéressant aussi d'avoir un retour de leur part. En fait, dans mon travail de communication pour mes clients, à chaque fois je leur dis, il faut s'intéresser à vos œuvres après la livraison. C'est très important. Ça permet d'apprendre, je pense aussi. Il y a ce temps aussi qui est le temps intermédiaire, qui est le temps du chantier, qui du coup, c'est le troisième temps. Il y a le temps de la conception, il y a le temps du chantier et puis il y a la réception. Ce temps du chantier, on l'apprécie beaucoup aussi, notamment pour les relations qu'on peut avoir avec les entreprises. Donc là, par exemple, sur l'entreprise qui travaille sur l'extension d'école à Montesson, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Selvéa, qui a proposé un système de construction modulaire bois 3D. Et donc, cette rencontre-là, avec cette entreprise-là, qui s'est fait, en fait, c'est aussi une rencontre humaine, nous a permis de candidater avec elle à un partenariat d'innovation lancé par la Caisse des dépôts, l'immobilière de la SNCF et I3F, pour proposer de nouveaux systèmes constructifs pour des bâtiments hors site, déplaçables, pour proposer des offres de logement là où du logement temporaire est nécessaire. Donc on a eu le grand privilège de remporter cet appel à partenariat d'innovation, avec aussi l'agence virtuelle et donc Selvéa et tous les autres bureaux d'études qui étaient là. Et donc aujourd'hui, un des projets qu'on va mener en partenariat avec la Caisse des dépôts, I3F et SICF, c'est cette premier marché dans l'histoire de la construction en France d'un partenariat d'innovation qui n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre, mais qui est vraiment une question de comment on innove techniquement pour inventer un nouveau mode de construction de la ville, pour prendre en compte ces temps différents de la ville, ces temps intermédiaires en fait, ces autres espaces qu'on sinon n'arrive pas à s'approprier et à occuper. Et donc on fait, notamment grâce à ça, on révèle les ressources foncières qui normalement ne sont pas utilisables. Comment ce qui a déjà été fait dans l'histoire vous interpelle et vous apporte ? Je pense à Jean Prouvé. Justement, d'ailleurs, le pavillon de l'Arsenal ouvre la semaine prochaine une exposition sur le logement léger et décarboné. Ouais. Donc, on est évidemment ravis que cette exposition ouvre là. On a commencé à avoir quelques petits aperçus lorsqu'on était au pavillon de l'Arsenal la semaine dernière. Et évidemment, tout ça, ça nous touche énormément. Mais après l'histoire, elle offre aussi elle peut aussi donner des enseignements sur le risque de l'industrialisation à grande échelle de certaines formes. Et donc ça, c'est aussi le fait de bien connaître cette histoire nous signale les choses sur lesquelles il faut être vigilant. Ces programmes-là, un peu particuliers, peut-être on a parlé tout à l'heure des zones d'activité, on a parlé tout à l'heure d'un centre-bourg, entre guillemets, sous les voies des grandes infrastructures. Là, on parle un peu des grands ensembles, ou en tout cas de l'urbanisme de logement des années 60-70. Ces thématiques-là nous tiennent vraiment à cœur, parce qu'en fait, elles poussent à la réflexion, elles poussent à challenger les solutions. Elle nécessite une réflexion très très forte et une réflexion croisée des différents usagers, des différents acteurs. Et c'est là en fait où on s'épanouit en fait le mieux dans notre activité, en traitant ces thématiques-là et en se disant que là aussi il peut y avoir une réflexion architecturale, là aussi il peut y avoir une réflexion urbanistique. Enfin voilà, en tout cas. À la sortie de l'école, on ne s'était pas dit, tiens, on va traiter les zones d'activité. Et pourtant, quand on s'est penché... C'est vrai que c'est pas ce qui est le plus séduisant a priori. Voilà. Mais il y a un potentiel de résilience à l'intérieur. C'est ça.
il y a la question du sol, il y a la question qui est une vraie question aujourd'hui de où est-ce qu'on se développe, comment est-ce qu'on se développe, qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Et on regarde effectivement dans l'histoire, mais les réponses, ça nous pose des questions qui apportent des réponses. Et en fait, on est sur un cycle un peu comme ça, infini, de faire quelque chose pour voir ce que ça donne, pour voir quelle réponse ça apporte. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse aussi, que ce soit faire avec une maquette ou faire avec du mobilier urbain ou faire avec des projets plus grands. Dans ce contexte-là, on se rapproche vraiment des démarches de programmation générative, dans des démarches itératives, d'expérimentation et d'évaluation des solutions proposées. Donc ça, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant dans ce processus-là, dans ce que décrit Frédéric, c'est vraiment, ça nous permet de progressivement faire en sorte que les regards de nos maîtrises d'ouvrage ou des usagers qu'on cible changent, se décalent. Et ce petit décalage-là permet de regarder... on commence avec des situations qui semblent bloquées, qui semblent difficiles, mais effectuer ce pas de côté permet d'y voir des opportunités nouvelles qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement. Alors nous, on peut avoir des intuitions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est nous, architectes, on a aussi nos propres limites. Et donc forcément, en travaillant avec d'autres professionnels et en confrontant ces points de vue-là, nos regards aussi évoluent. Et donc c'est très stimulant pour nous de continuer à travailler comme ça parce qu'on sait que dans 10 ans, notre pratique sera foncièrement différente. Et c'est ça qui nous donne envie d'avancer comme ça. Et d'ailleurs, je me disais en écoutant Guillaume que le Covid nous a bien aidés parce que ces questions-là, on se les pose depuis le premier Europan. Et là, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on occupe une place de stationnement ? Comment est-ce qu'on voudrait avoir un bout de jardin à côté de chez soi ? Comment c'est de vivre son appartement ? Et voilà, je pense qu'il faut en profiter en fait de ce petit temps d'ouverture. Et de doute en fait. C'est un doute qui devient fructueux. Oui, d'un recul. C'est ça. Et puis d'avoir mis tout en suspension aussi et de voir des animaux sauvages à nouveau rentrer dans la ville, des situations très insolites, ça questionne beaucoup. Alors vous qui êtes urbaniste, je pense que ça vous a beaucoup parlé, non ? Oui, moi je suis vraiment dans la ville beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée, donc j'enseigne en école de commerce et j'ai des étudiants qui m'ont fait une réflexion sur l'espace public et sur les femmes dans l'espace public. Et une étudiante a dit, moi pendant le confinement en fait, j'ai pu m'aller m'asseoir sur un banc et lire vachement. Et depuis que le confinement est arrêté, je le fais plus parce que je m'autorise pas à le faire. Donc ce moment de pause, il a apporté des choses assez étonnantes en fait. Un rapport à l'espace public, un rapport au commun, un rapport de qu'est-ce que c'est que se rencontrer. Et l'envie de se rencontrer, l'envie de voir des gens. Le pavillonnaire pose cette question-là aussi, plus pas pour la forme du pavillonnaire en elle-même, mais où sont les lieux de rencontre ? Comment est-ce qu'on rencontre son voisin ? Comment est-ce que c'est devant l'école ? Mais ça veut dire que c'est une certaine génération, un certain âge. On n'a pas de mixité entre les personnes de 70. Voilà, ça pose plein de questions. Mais en fait, au-delà du pavillonnaire, c'est la question de comment est-ce qu'on se crée du lien. Ouais. La forme ne pose pas de questions, c'est plutôt la question des associations, les questions des lieux de rencontre qui sont importantes et qu'on perd parce que c'est compliqué de s'investir dans une association, c'est compliqué aussi de pouvoir... c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Voilà, moi j'adorerais me mettre dans une association, mais aujourd'hui il y a l'agence, je ne peux pas tout faire. Ouais. Et oui. Est-ce que vous avez vraiment un projet emblématique ? Alors le projet dont on voudrait développer un petit peu dans cette section-là, c'est un projet c'est peut-être l'un des projets les plus longs, on va dire, de l'agence, c'est le projet RD Carrières. Donc ça, c'est un projet qu'on a sur lequel on a commencé à réfléchir en 2018, à l'occasion donc d'un appel à projet Pavillon de l'Arsenal Mairie de Paris, qui s'appelle FAIR. Et ce qui est important pour nous, c'est que à l'occasion de la réunion de lancement, les sujets avaient été fléchés en fait sur le problème du free floating, les vélos et les trottinettes en libre service, ou alors hélas le mobilier anti-voiture bélier. Et nous, un peu à contre-pied, on a décidé de travailler et de réfléchir sur les îlots de chaleur urbains et de se pencher sur la question en se disant comment est-ce que la ville peut apporter un service aux usagers et les accompagner en fait pendant les périodes de canicule.
À l'occasion d'un des brainstorming, on a un peu pensé à la fontaine Wallace et comment, au début du siècle, on a apporté de l'eau potable aux habitants de Paris qui n'en avaient pas forcément à leur robinet. Et on s'est dit, tiens, là aussi, il y a quelque chose à réfléchir donc, sur le sujet des îlots de chaleur. Donc le brainstorming a continué et puis on s'est dit, tiens, comment créer une petite bulle d'air en fait, sur un trottoir, sur une place, dans un parc, et où trouver la ressource. Donc la question de la ressource, on en a parlé déjà tout au long de cette interview, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, en fait, en réfléchissant au puits canadien, ou au puits provençal, on s'est dit, est-ce que la ville aurait pas déjà une ressource d'air frais qu'il serait possible d'exploiter? Donc on a la chance de vivre à Paris et il y a cette question des carrières qui sont souvent vues par, on va dire, le mauvais côté de la chose, c'est-à-dire les effondrements, les cataphiles et ce genre de problématiques. Et nous, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut aussi venir présenter, expliquer tout le potentiel qui existe sous terre, avec ces grandes réserves d'air frais maintenues naturellement et constant à 12-13 degrés. Donc sur ce petit projet un petit peu loufoque, on est allé rencontrer donc l'inspection générale des carrières. Et là, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a rencontré une personne qui a accueilli notre projet avec sérieux et qui nous a guidés en fait dans la faisabilité, ce qui nous a permis de avoir un impact sur le jury et d'être sélectionnés. Il faut dire qu'on a aussi travaillé ce projet-là avec 2 designers, Emma Lelon et Rémi Nguyen, qui nous ont accompagnés sur tout le long du projet. Et quand on a été donc désigné lauréat, on a travaillé sous l'impulsion du pavillon de l'Arsenal avec une société qui s'appelle Climespace et qui est spécialisée en fait dans le réseau froid. Donc on a étudié ce projet-là pendant près de 3 ans. Avec un problème pendant la période Covid, il y a eu une pause parce que l'air pulsé pendant la période Covid, il y a eu un moment donné où c'était pas forcément la bonne solution. Et en 2021, on a installé... Sauf pour les ennemis. Non, je me présente. Et là encore, avec le pavillon de l'Arsenal, on a rencontré la mairie du 13e arrondissement qui nous a permis donc d'installer notre banc. Comme un peu à l'habitude sur tous nos projets, on a un peu étendu l'expérience. Donc on a profité de ces 3 mois d'expérimentation pour aller à la rencontre des usagers. On a aussi été proposé à l'école Place Jeanne d'Arc de faire une initiation ou un éveil à la question du réchauffement climatique et aux dispositifs que la ville de Paris pouvait mettre en place pour lutter contre les îlots de chaleur. Et aujourd'hui, on travaille sur un rapport en fait de cette expérimentation. Donc en fait le banc, c'est un banc en pierre composé de modules en quinconce qui permettent de faire soit des lignes, soit des courbes. Donc il peut s'adapter un peu à tout type de terrain parce qu'à l'époque où on a développé la partie design, on n'avait pas encore le site. Et le génie de ce banc-là, c'est d'être posé sur un puits d'extraction de pierre, et donc d'être connecté à moins 25 mètres en profondeur à la réserve d'air frais. On a développé là aussi avec un ingénieur spécialisé dans le confort thermique un automate qui est bardé de sondes, et donc quand la température extérieure dépasse les 25 degrés, l'automate se met en route, et là il y a un petit moteur qui alimente un caisson de ventilation qui aspire l'air et qui le diffuse à travers les modules de pierre. Donc les modules, ça fonctionne en fait sur 3 principes. Le type de pierre, donc c'est une pierre... Pierre des carrières. Oui, c'est du pouinet rosé, Ouais. donc qui a un principe d'effusivité qui lui permet d'être frais au toucher, peu importe la température extérieure. Le moteur accélère l'air, donc l'air pulsé fait un ressenti plus frais. Et enfin, le différentiel de température, quand il fait 25 degrés dehors et qu'on propulse de l'air à 13-14 degrés, forcément, on a cette bulle d'air frais qui permet de descendre entre 10 et 5 degrés la température autour du banc. Donc on a aussi fait une analyse du cycle de vie de ce mobilier-là pour voir ce qu'il consommait, effectivement, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose. Et on s'est rendu compte que ça consommait moins que... Alors je te laisse, t'es plus précis que moi peut-être Frédéric, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, en fait le banc fonctionne pour le temps de l'expérimentation de 3 mois et demi sur des batteries. Donc c'est des batteries 12 volts comme il y a dans les voitures. Et donc le banc ne consomme pas plus qu'un ventilateur de table. Ah oui. Donc l'efficacité n'a
plus vraiment à être prouvé, puisque à la différence de la climatisation, on n'a pas besoin de rafraîchir l'air. L'air est naturellement frais. Donc en fait, on est là simplement on le déplace. D'accord. On le déplace. Et en fait, le puits, il est Existant. Oui. Il est existant, c'est Voilà. ça. Voilà. Donc vous avez une cartographie de tout. Donc D'accord. tout ce travail-là a été fait avec l'Inspection générale des carrières. Dans l'histoire des carrières, il y a eu différentes périodes. Donc il y a eu des périodes où on a stocké, il y a eu des périodes où on a extrait de la pierre pour construire Paris, et il y a eu aussi toute une période où on s'est caché pendant les différents conflits. Donc il y a différents types de puits, les puits d'extraction, les puits de ventilation et les puits d'intervention. Voilà, donc grâce à l'Inspection générale des carrières, on a extrait une dizaine de puits qui étaient propices à l'expérimentation. Et après, nous, on a fait tout un travail de sélection, donc avec les mairies, avec le pavillon de l'Arsenal, en prenant des grands principes urbains. Parce qu'il faut savoir que les puits, ils peuvent déboucher en plein milieu d'un boulevard ou dans une cave d'un immeuble. Donc voilà, ou même sur un trottoir qui fait 1 mètre de large. Et là, c'était pas possible de faire l'expérimentation. Nous, on a choisi la place Jeanne d'Arc parce que ça nous permet... Enfin, l'espace public était propice à l'accueil de ce banc-là. Et puis en plus, on était certain qu'on pouvait toucher un panel très élargi d'usagers. On est au droit d'une église. Il y a un marché bi-hebdomadaire. On est dans un quartier plutôt résidentiel et il y a 2 écoles sur la place, ce qui nous a permis de rencontrer un panel d'usagers très large. Et du coup, ce qui était très intéressant, je rajouterais, c'est que les enfants, déjà, l'imaginaire, quand on allait les voir sur le quartier, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est et tout, ils ont sorti c'est le banc magique, voilà, tout un imaginaire qui est créé et un rapport aux carrières vachement intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'on a enlevé le banc la semaine dernière, et si vous passez aujourd'hui, en fait, on ne voit rien. C'était vraiment une expérimentation au sens où le deal, c'était aussi de ne pas abîmer le sol, de ne pas devoir faire des gros travaux pour le mettre en place. Et voilà, donc c'est un peu triste, l'image fantôme du banc qui est là, mais voilà. Ça s'applique à Paris vraiment. Il y a d'autres villes où c'est envisageable ? Eh ben, on a été contacté par d'autres villes qui, du coup, souhaiteraient qu'on étudie ce projet-là. Voilà. Après, le banc, il fonctionne avec des carrières aujourd'hui. Voilà, nous, on réfléchit à d'autres sources d'air frais disponibles, puisque à partir du moment où on n'a pas cette ressource d'air frais, l'équation, elle ne se solutionne pas, quoi. Et on sera obligé de rafraîchir de l'air. Donc, ce qui est pas du tout le principe. But. Ouais. Voilà. Par contre, des réserves d'air frais en sous-sol, on n'a pas d'inquiétude sur le fait de pouvoir en trouver sous d'autres formes et de pouvoir les mobiliser. Mais Il est aussi très beau, hein. Il est aussi très, très posable n'importe où. Néanmoins, j'ai envie de dire que si jamais on le déploie et on le déplace, on le fait changer de ville, il va forcément devoir changer parce qu'à un moment donné, l'objet, sa matérialité, elle doit aussi parler et faire une forme de médiation par rapport aux usagers sur quel est cet air, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il est frais, etc. Donc il faut aussi que la forme de l'objet, là, dans ce cas-là, soit une forme de signe ou de message aux personnes qui vont l'utiliser. Pourquoi ce projet nous a beaucoup tenu à cœur ? C'est parce qu'on prenait vraiment une caractéristique historique de la ville de Paris, ces carrières, quelque chose que des gens connaissent, mais parfois assez mal, pour montrer aux gens qu'il s'agissait peut-être d'une opportunité pour répondre à un enjeu très contemporain qui est celui de la résilience face au réchauffement climatique. Et donc, il y a un peu tout ce jeu-là entre une caractéristique historique pour répondre à un enjeu de demain, de la pierre qui souffle de l'air. Tout le banc est fait entre le plein et il est évidé, donc il y a tout ce rapport entre le plein et le vide, le dessous, le dessus. Donc, on est tout le temps dans cette relation un peu de relation binaire entre des choses qui semblent s'opposer, mais qui ensemble proposent une nouvelle solution par rapport aux enjeux que peut se poser Paris aujourd'hui. Oh, c'est très malin, c'est très très malin. Bravo. Alors justement, comment vous imaginez le monde d'après, tel que, pour reprendre l'expression qu'on employait pendant le confinement ? Et bien en fait, le monde d'après, il est déjà là, hein. Nous, il est là beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc on fait avec. Beaucoup. On fait avec les ressources qui sont et voilà. Quelque part, ce monde d'après, il est là, mais parfois en tout petit. Et l'idée, c'est de le percevoir. Et en fait, il y en a plusieurs des mondes d'après. Ils sont tous tout petits. Il faut les trouver et il faut
savoir lequel ensemble on fait grandir. Et c'est vraiment là que on pense que l'urbanisme, l'architecture, c'est quelque chose de politique, dans le sens beau de politique, où ensemble, on réfléchit à comment on veut imaginer le futur. Et là, pour nous, voilà, quand on fait ça, quand on fait des ateliers de participation avec Frédéric et Julia, mais on est au cœur de ce qu'on aime faire. Et à la fin d'une journée très fatigante, on est tellement heureux, en fait. En fait, j'ai une question qui est sur le bout de la langue. C'est, en fait, vous arrivez à récolter suffisamment de retours sur vos actions participatives, Oui. parce que souvent on dit ouais, il y avait 3 plaies intendues. Comment vous avez une méthode? Alors, moi, je dirais déjà merci beaucoup à Antoine Millot. Parce qu'en fait, on a travaillé avec lui, avec le collectif Topoy sur Goussainville, et ils ont toute une mise en place de pratiques qui nous a permis en fait, d'aller voir des gens. Alors, en fait, tu vas voir 4-5 personnes, tu vas faire une balade avec eux, des personnes donc référentes. Tu vas te balader avec eux, discuter du territoire avec un photographe, et ça permet déjà de sortir une belle matière. Et en fait, c'est en contactant quelqu'un qui va finir par contacter d'autres personnes. Et c'est toute une démarche que Frédéric a fait dans ses études. D'ailleurs, il serait plus à même... En fait, Antoine, dont Julia parlait, et le collectif Topoy, c'est un groupe de personnes que j'ai rencontré à l'occasion de mon PFE, à l'école d'architecture de Nantes. Donc, le professeur Chérifana et Jean-Yves Petitot nous ont appris, entre guillemets, ou en tout cas initié, plus qu'appris, au travail de participation et de concertation. Jean-Yves Petitot a même théorisé en partie ce travail-là. Et c'est pas quelque chose qu'on fait à l'improviste. Il y a des manières de faire, des objectifs, une succession. Donc, toute la théorie, entre guillemets, on a pu l'appréhender. Et aujourd'hui, en fait, sur chaque projet, chaque opération, on vient adapter en créant des ateliers spécifiques en fonction des objectifs, des problématiques. Donc voilà, ça vient par du travail précis, aller à la recherche de personnes clés qui sont référentes. Ça peut être des gens très impliqués dans des associations ou très impliqués sur un territoire. Après, il y a un travail beaucoup plus large où on va un peu à la pêche. Donc, on va sur le terrain, on aborde chacune des personnes qu'on croise. Ou alors, quand on travaille avec des maîtrises d'ouvrage sur des grandes opérations de réhabilitation, on a accès à des listings. Donc, ça passe par des coups de téléphone, ça passe aussi par des rendez-vous individualisés. Et en fait, on passe du temps pour écouter ce que les gens ont à nous dire. Des fois, ils n'ont pas trop envie de parler, et c'est pour ça qu'on travaille sur des parcours. Donc, c'est-à-dire qu'on leur propose de nous faire découvrir le territoire. Et dans ces moments de balade, il y a des silences. Et des fois, en passant devant un arbre, devant une pierre, c'est là que les histoires se déclenchent. Et la manière dont l'histoire est racontée, nous, on le traduit soit en objectif, soit en problématique, soit en sujet à partager. Donc, tous ces éléments-là, un peu en amont, nous permettent de faire notre maquette, de faire nos schémas. Et après, quand on est sur les ateliers, on a en nous une partie des sujets à aborder, et on vient tirer les fils. Et après, c'est beaucoup plus simple d'aller face aux maîtrises d'ouvrage ou revenir face aux usagers et aux habitants pour leur dire, nous, c'est comme ça qu'on a compris le sujet. Et déjà, est-ce que vous êtes d'accord, et est-ce qu'on poursuit sur cette base-là? Donc, voilà. Mais c'est un investissement très fort en temps. Et du coup, ça pose aussi une question aujourd'hui en termes de valorisation financière de ces projets-là, parce que aller contacter des gens, faire des choses qui sont moins palpables quand on est architecte, mais c'est pas construit, non, on n'en est pas encore là en fait. Il faut se donner le temps aussi de pouvoir rencontrer les gens, et ce temps-là, c'est pas du temps perdu. Voilà, de pouvoir, c'est très important. C'est la question du lien, en fait, parce qu'il s'agit pas aussi. Oui. Il s'agit aussi de pas prendre de haut les sujets ou les personnes qu'on rencontre, et d'être capable de les embarquer, de les impliquer dans la réflexion. Donc par une communication ou une maquette, des documents qui sont préhensibles par tous, et pouvoir en fait leur mettre, les faire réfléchir aussi à leur situation. Bon, j'ai encore plein de questions, mais je crois que je vais m'arrêter. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants aujourd'hui, en architecture, bien sûr? Alors, moi, j'ai le grand bonheur d'enseigner, et donc les étudiants, alors, à vos étudiants. Donc, pas que aux miens, mais de manière générale, en fait, je crois
qu'on n'a pas beaucoup de conseils à leur donner. Ils sont incroyables. Moi, je vois les personnes, j'ai la chance notamment d'encadrer des PFE, ils ont tout en eux. Ils ont déjà tout en eux. Et c'est des gens qui sont engagés, mais de manière très très forte. Et la seule chose que je peux les encourager à faire, plutôt que conseiller, c'est de croire en leur engagement et de trouver des postures pour qu'ils puissent les tenir et donc être heureux dans le métier qu'ils vont choisir plus tard. Et il faut quand même dire que c'est une génération, donc nous on a un peu commencé, on est un peu le début de cette génération-là, mais eux seront encore plus touchés par ça que nous. Le métier sur lequel ils sont formés, ce n'est pas le métier qu'ils feront dans 20 ans. Il va y avoir une transformation de la profession. Ils font faire face à des transitions très importantes, les transitions écologiques, numériques. Et puis, c'est aussi une génération largement féminisée. Donc là, on est aussi sur une articulation. C'est la première génération de femmes qui vont devenir de manière très majoritaire aussi dirigeantes de l'agence d'architecture, mais qui auront été formées par des hommes, qui auront travaillé pour des hommes. Alors justement, Julia veut peut-être intervenir parce qu'on... C'est assez paradoxal, c'est que j'ai une agence avec 2 hommes qui sont presque plus féministes que moi, souvent dans les réunions et dans ces questions-là. Mais je pense qu'effectivement, ils ont tout et elles ont tout aussi. C'est impressionnant aussi de voir la place qu'on veut leur donner sur la question de l'entreprise. En fait, c'est aussi, au-delà de l'architecture, c'est monter une entreprise. Comment est-ce qu'on se valorise? Comment est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour le faire? Donc, et ça, c'est une vraie question, en fait, auquel je n'ai pas tout à fait de réponse encore aujourd'hui. Il y a encore du chemin à parcourir. Oui, beaucoup. Beaucoup. Et peut-être pour juste dire une dernière chose, peut-être un petit peu plus pratico-pratique que ce qu'on vient de dire là. Je pense que notre agence s'est beaucoup développée grâce au concours. Et en fait, à tous les étudiants qui sont actuellement à l'école ou aux jeunes diplômés, soyez attentifs au concours. Il y a beaucoup de concours qui vous sont proposés, des concours privés, des concours publics. Et en fait, votre avis est attendu. Ne pas négliger ça, en fait. Mais il faut s'emparer des sujets. C'est ça, il faut s'emparer des sujets. S'exprimer. Et pas hésiter à donner son avis et son point de vue dans ce type d'exercice-là. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc nous, on a fait Europan et c'est une opportunité financière et une opportunité en termes de mission. Voilà. Donc, et puis qui vous donne une référence, la fameuse référence. Exactement. Bon, un mot de la fin, le fameux mot de la fin. Il faut changer de regard sur les choses pour les faire avancer. Ouais. Allez-y. Il faut y aller, quoi. Il faut faire. On y va alors. C'est ça. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.